Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h dont voici les principaux titres. Le sport monégasque à la une. Après un week-end épique, c'est une délégation de 123 athlètes qui est arrivée hier en Andorre où vont se disputer tout au long de la semaine les 20e Jeux des petits États d'Europe. Nous serons dans ce journal en duplex avec le secrétaire général du comité olympique Yvette Lambin-Berty pour évoquer les ambitions monégasques. Hier soir, ce sont les basketteurs de la Roca Team qui nous ont fait vibrer pour leur première participation à une finale de l'Euroleague. Ils se sont inclinés 80-70 face au Fenerbahçe, mais l'aventure européenne restera dans les annales, une aventure suivie à Abu Dhabi par nos envoyés spéciaux que nous retrouverons dans cette édition. Un peu plus tôt, c'est un autre sportif monégasque qui a inscrit une nouvelle fois son nom au palmarès du Grand Prix de Formule 1, une deuxième place pour Charles Leclerc et une affluence record dans les rues de Monaco. Quel bilan pour le commerce monégasque? La réponse dans quelques instants. Une femme à la tête du centre scientifique de Monaco, Sylvie Tambuté, a succédé à Denis Allemand au CSM. Elle sera notre deuxième invitée. Et puis la chronique Ceux qui font Monaco nous emmènera chez Graphic Service, une imprimerie éco-responsable. Et pour débuter ce journal, nous nous rendons en Andorre où se déroule la 20e édition des Jeux des petits États d'Europe. La délégation monégasque la plus importante pour le pays depuis la création des Jeux en 1985 ne manque pas d'ambition. Nous sommes avec la secrétaire générale du comité olympique monégasque, Yvette Lambin-Berty. Bonsoir. Bonsoir. Les Jeux des petits États d'Europe débutent demain en Andorre avec le prince Albert II. Vous venez de rencontrer les athlètes monégasques avant le début des compétitions à leur hôtel. Quel est l'état d'esprit de la délégation à la veille du début de ces Jeux? Oui, eh bien écoutez, l'état d'esprit de la délégation est bon. Je crois que vous pouvez vous en rendre compte dans l'ambiance actuelle. C'était un moment particulier, c'est toujours très heureux de les rencontrer tous. Maintenant ils sont arrivés, ils sont à pied d'œuvre. Et ils espèrent bien performer, je crois. Ça, c'est sûr. Alors, vous parlez de performer. Quelles sont les disciplines ou les athlètes sur lesquels vous fondez le plus d'espoir pour cette édition? Alors, normalement, je devrais dire tous. Certains ont des revanches à prendre, notamment le rugby. On a des sports nouveaux dans le sens où on n'a plus depuis longtemps des équipes entières de sport collectif. Donc, on a les filles en volley qui ont fait une très belle saison, on peut penser. Mais à côté de ça, il y a le judo qui a toujours donné de belles performances et des médailles au comité. Mais également le tennis. Le tennis a été aussi porteur de médailles. La natation, bien sûr. En athlétisme, on a Théo Andan, donc on a beaucoup d'espoir. Donc en fait, presque tous des sports nouveaux comme le karaté qui sont, je crois, vraiment très bien classés déjà sur le plan international. Voilà, et je crois que tous les autres vont suivre l'exemple des premiers médaillés. Vous avez mentionné le mot exemple. Au-delà des résultats, quels sont les messages et les valeurs que vous et Monaco souhaitez porter à travers ces Jeux? Eh bien, ce sont celles du sport, ce sont celles de l'entraide, ce sont celles de l'amitié, de l'encouragement, de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, de sa différence. Dans des équipes comme ça, tout est possible. Et l'encouragement, le réconfort aussi pour permettre de dépasser un moment difficile. Là, ils sont rompus, ils vont être rompus à cet exercice, ils sont en 123 à se soutenir et à progresser ensemble dans chaque discipline. Voilà, c'est surtout cette notion d'amitié, d'entraide qui est précieuse aujourd'hui, compte tenu du contexte international qui est un peu morose, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en quoi ces Jeux représentent-ils une opportunité unique pour un pays comme Monaco sur la scène sportive internationale? Eh bien écoutez, je crois que si vous voulez parler de la scène internationale, c'est certain qu'avec les Jeux où nous avons plusieurs nationalités qui se côtoient tout le temps, c'est déjà comment dirais-je, une mise en avant. Mais c'est aussi les 40 ans de l'organisation aujourd'hui, puisque la première édition a eu lieu à Saint-Marin en 85 et depuis, de manière ininterrompue, les Jeux ont lieu. Et ils ont surtout lieu parce qu'à l'origine, ils ont été créés pour permettre aux petites nations de mieux s'occuper de leurs athlètes
et de les former pour pouvoir avoir des qualifications aux Jeux Olympiques. Nous y sommes arrivés. Ça a permis aussi à des États de se doter d'installations sportives pour donner de meilleures conditions à leurs athlètes. Enfin, dernière question, tournons-nous, si vous le voulez bien, vers l'avenir et 2027 avec les prochains Jeux des petits États à Monaco. On est en plein préparatif déjà. Quels sont les enjeux et les ambitions pour Monaco pour ces Jeux à domicile? Eh bien pour nous c'est très important aussi parce qu'en 27 ça fera aussi les 40 ans de notre participation puisqu'on a organisé en 87. C'est un objectif important parce qu'on organise un événement que 20 ans après. Donc sur le plan du lieu à Monaco, on va avoir quelques difficultés parce que nous avons énormément d'événements en même temps. Mais je pense que voilà, on y pense, on y travaille déjà. Je pense qu'on a un engouement national qui va venir derrière nous. Beaucoup de gens me disent qu'ils sont prêts à être bénévoles pour l'organisation. Ce sera le cas. Et j'espère surtout que cette délégation d'aujourd'hui, dans 2 ans, seront très performants et qu'à domicile, on aura des jeux et des résultats exceptionnels. Merci Madame le Secrétaire Général d'avoir répondu à nos questions en duplex d'Andorre. Merci à vous. Et nous suivrons quotidiennement sur Monaco Info les résultats des athlètes monégasques avec notre équipe d'envoyés spéciaux sur place. Des points réguliers dans nos journaux et avec notre émission Le Débrief présentée par Émilie Rousseau et Frédéric Elion. Première diffusion tous les jours à 10h30. À Abu Dhabi, une désillusion pour la Roca Team qui n'a pas décroché la victoire en Euroleague, mais l'aventure ne reste pas moins historique puisque les basketteurs monégasques ont disputé leur première finale dans cette compétition. C'est Fenerbahçe qui l'a emporté 80-70. Comment analyser cette défaite? La réponse avec vous, Yannick de Beuvert. Cruelle désillusion pour la Roca Team qui perd cette finale face à Fenerbahçe. Pourtant les Monégasques avaient très bien débuté, c'est eux qui menaient dans le premier quart-temps, ils étaient agressifs comme il fallait. En attaque, ils ont récité leur basket, mais petit à petit la machine s'est enrayée. Fenerbahçe a monté son intensité défensive et puis Monaco a perdu le fil tout simplement petit à petit. Le collectif éblouissant qu'on avait pu voir en demi-finale a été inexistant ici en finale. Il a fallu des gros shoots du côté de Fenerbahçe, forcément. On pense à Marko Guduric, à Nigel H. Davis, élu MVP du Final Four. Il a fait parler son physique, son talent évidemment. Et puis le vieux briscard, Eric McCollum, venu ici à Fenerbahçe pour remplacer Scotty Wilbekin. C'est un pigiste médical qui a pesé lourd dans la machine turque au final sur ce titre. Et c'est évidemment la déception qui prime à ce moment-là au coup de sifflet final dans le vestiaire de la Roca Team. Un symbole, évidemment, aucun joueur de Monaco n'est passé pour saluer la presse, si ce n'est Mam Jaité, juste avant de prendre le bus pour retourner à leur hôtel. C'est une finale, hein, je pense qu'à ce stade-là, l'envie est à son maximum. La détermination est là aussi. Il y a eu quelques gros tirs qu'ils ont mis, quelques rebonds qui penchent de leur côté. Je pense que c'est le final, ça aurait pu pencher de notre côté. Des fois tu gagnes, des fois tu perds et il faut savoir l'accepter et réussir à passer à autre chose. Tout de suite, il faut réussir à basculer sur le championnat de France et tout donner pour aller chercher ce titre. Pour pouvoir, je pense que cette saison, cette équipe de Monaco, aller jusqu'au Final Four, remporter la demi, aller jusqu'en finale et faire cette saison sans trophée, ça serait quand même pas mérité. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse réussir à finir en beauté. Et pour ça, mentalement, il faut tout de suite retrouver les ressources. Mais il y avait aussi cette fierté de la part du président, du manager général et puis des supporters. Ils étaient 400 à venir pousser la Roca Team ici. On les a entendus à l'Etihad Arena. Ils ont rivalisé par moments avec les milliers de fans turcs présents. Mais bon, ça n'a pas suffi. Ce sera pour une prochaine fois. Monaco est un club jeune. Monaco ne cesse de progresser et l'avenir s'annonce radieux. Et les basketteurs monégasques vont donc devoir très rapidement se remobiliser puisque les quarts de finale des playoffs de Betclic Elite arrivent très vite. Mercredi, la Roca Team accueillera Le Mans, une équipe qui l'a battue à 3 reprises cette saison sur 4 confrontations. Match aller à domicile mercredi donc à 21 h.
Et hier, c'était aussi un week-end placé sous le signe de la Formule 1 à Monaco, avec la victoire de Lando Norris devant Charles Leclerc, l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros week-end de l'année pour les commerçants qui ont dû faire face à une affluence impressionnante. À tête reposée, ce matin, c'était l'heure des bilans, bilan positif, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage de Marie Bonnet-Blanc et Arnaud Humbert. Au petit matin, ça fourmille déjà dans les rues de la Principauté. Il faut ranger, démonter, se réapprovisionner après ce gros week-end. Dans ce glacier, on a écoulé presque 600 kilos de glace par jour, contre 300 kilos lors d'un week-end classique. Au niveau des clientèles, il y avait vraiment du monde. Et le rythme, ça change vraiment beaucoup. Nous, on est habitués dans l'été d'avoir un rythme très pressé, mais dans les Grands Prix, c'est vraiment fou. Mais c'est tout vraiment bien passé, cette année encore plus que les années avant. Et on a fait exprès un parfum pour les Grands Prix qui s'appelle Grand Prix, donc ça a bien marché. Mais vraiment, hier soir, on a tout terminé, donc on est vraiment content de comment il s'est passé. Dans l'avenue Caroline, ce restaurant a fait le plein. Il a vu son nombre de couverts doubler. Il a fallu s'adapter. Normalement, la Bella Vita, l'été, on fait 400-500 couverts par jour. Vendredi, on a fait 950 couverts. Ça double la chiffre habituelle des clients. C'est pour ça qu'on fait une carte réduite pour chercher. On essaye de servir quand même au niveau des qualités pareil. On réduit un peu la carte et on cherche de garder la qualité qu'on a toujours. Situé dans un ancien virage du circuit, ce magasin de souvenirs est un incontournable et ce week-end, plusieurs objets ont fait fureur. C'est des casquettes de marque, de Verstappen, Norris et Piastri. C'est aussi bien sûr tous les magnettes relatifs au Grand Prix, tous les t-shirts, les porte-clés, les mugs, les tote bags, les sweats, les ballons Ferrari, les cartes postales anciennes. Tout a fonctionné. En tout, c'est environ 200 000 personnes qui étaient attendues sur ces 4 jours. Le Centre scientifique de Monaco a changé de directeur. Cette institution à la renommée internationale voit une femme arriver à sa tête. Une femme qui connaît bien les lieux puisqu'elle y officie depuis plus de 30 ans. Elle est experte en biologie marine de formation et elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Sylvie Tambuté. Bonsoir Patricia. Vous prenez la tête d'une institution que vous connaissez bien. Quel a été votre parcours ? Alors mon parcours a débuté donc par une scolarité à Monaco et ensuite je suis partie sur Nice faire mes études à la faculté des sciences où j'ai acquis une expertise en physiologie animale qui est une des branches de la biologie qui étudie les grandes fonctions, les mécanismes biologiques à la base des fonctions telles que la respiration, telles que la calcification. Et ensuite je suis partie sur Marseille compléter ma formation par une approche des sciences de l'environnement marin. Ensuite, je suis revenue au centre scientifique, au centre scientifique pour réaliser des stages ainsi qu'une thèse que j'ai effectuée sur l'anémone de mer. Oui, vous êtes arrivé alors que les coraux commençaient à positionner le centre scientifique et leur ont permis par la suite une reconnaissance internationale. Oui, tout à fait. À travers mes premiers stages, justement, j'ai travaillé un petit peu sur le corail rouge tout au début, l'anémone de mer pendant ma thèse, en tant que modèle, justement, pour mieux comprendre la physiologie des coraux. Et donc, j'ai réalisé cette thèse avec comme directeur le professeur Denis Allemand et le professeur Jean Jaubert. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me passionner pour le domaine du corail. Vous avez justement mentionné son nom. Denis Allemand a été en quelque sorte votre mentor. Et c'est votre prédécesseur à ce poste. Ça a été une transmission en douceur. Oui, alors la transmission, de toute façon, du savoir s'est déjà faite dès mon arrivée au centre, il y a donc plus de 30 ans, avec Denis Allemand, qui m'a tout appris de la calcification chez le corail et qui a vraiment suivi tout mon parcours et qui m'a aidé à grandir, qui m'a confié son équipe donc il y a quelques années de ça. Et donc j'ai grandi à ses côtés et aujourd'hui, il est toujours donc expert auprès du centre pour travailler avec nous sur un aspect de la biologie du corail rouge et bien sûr il est toujours disponible pour répondre à mes questions et m'accompagner. Quelles sont vos ambitions à ce poste, Sylvie Tambuté, ce poste de directeur du centre scientifique de Monaco ?
Alors mes ambitions, c'est de bâtir déjà sur un historique qui est très fort et très dans l'excellence. Donc c'est de poursuivre sur toutes les forces du centre et de les amener encore plus haut. Donc ça passe par un travail très rapproché avec les chercheurs pour développer avec eux tous les sujets qui semblent les plus pertinents de nos jours par rapport à l'actualité. C'est de travailler donc avec des collaborateurs au niveau international puisque nous avons des expertises locales, mais nous avons aussi besoin d'expertise en travaillant très proche de grands instituts. C'est aussi de travailler de façon très rapprochée avec notre direction administrative et financière, puisqu'en fait tous les projets, tout ce que nous développons, nous avons besoin aussi de cet aspect-là. Il n'y a pas que l'aspect scientifique a besoin aussi de support par rapport à ça. Et puis c'est aussi de transmettre, d'être sûr que les jeunes qui arrivent donc sont bien formés et puissent aussi prendre un jour la relève. Ce qui est très important aussi dans un établissement, c'est d'être sûr qu'il y aura toujours des gens passionnés qui nous suivront. Cet entretien, c'est aussi l'occasion de rappeler les grandes missions du CSM. Vous avancez sur plusieurs grandes thématiques en parallèle, hein. Voilà, il y a les coraux, il y a les manchots en Antarctique, qui sont aussi des espèces donc sentinelles qui réagissent aux changements environnementaux et qui sont aussi étudiées parce que ce sont des espèces qui sont en danger et pour lesquelles donc les études qui sont menées permettent notamment d'étudier les comportements au fil du temps dans les observatoires du vivant en Antarctique et de proposer justement des modélisations par rapport aux trajectoires futures et également d'aider à l'établissement de zones marines protégées. Et puis il y a aussi tous les aspects de la biologie médicale avec des équipes qui sont aussi très performantes, qui sont dans des domaines aussi qui leur permettent de pouvoir développer des études sur les mécanismes à la base de certaines maladies comme les cancers pédiatriques et de proposer des traitements. Et en conclusion, vous en êtes la parfaite illustration. On a longtemps laissé penser que les carrières scientifiques étaient plutôt destinées aux hommes. Votre parcours le montre, c'est loin d'être le cas. Vous voulez envoyer un message fort aux jeunes filles? Ah oui, tout à fait. Et puis alors, je pense que le centre est un très bon exemple pour montrer que quand on veut, on peut arriver. Il y a ici une grande équité entre les hommes et les femmes. Il y a des femmes à des postes de direction autant que des hommes. Et donc, moi, je dis que vraiment, il faut laisser la place à des regards ouverts, que ce soit hommes-femmes, parce que ça apporte une grande richesse complémentaire à tous les aspects scientifiques. Et j'aimerais vraiment que l'exemple du centre soit un exemple et pas juste une exception. Voilà un joli message de conclusion. Merci Sylvie Tambuté d'avoir été notre invitée alors que vous reprenez les rênes du Centre scientifique de Monaco. Merci beaucoup Patricia, c'était un plaisir. Nous restons dans le domaine des sciences avec cette initiative baptisée Pint of Science. Il s'agit de démystifier la recherche scientifique et de la faire découvrir au grand public dans un cadre décontracté. Ce festival a lieu chaque année sur 3 jours dans plusieurs villes du monde, dont Nice. Mercredi, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco en était le principal intervenant. Sarah Inkari et Thomas Deus étaient sur place. À la carte de ce bar niçois, ce soir, des cocktails, des burgers et de la science. L'établissement accueille le Pint of Science, un festival international lancé par 2 chercheurs londoniens qui, en ouvrant un jour les portes de leur laboratoire, ont découvert un public curieux et fasciné par le domaine scientifique. Le but, c'est de faire venir le grand public dans les bars locaux. Alors ça peut être à Nice pour cette édition-là, mais il y en a partout en France. Il y en a 61 villes en France qui font ça et 25 pays partout dans le monde. C'est 3 jours de festival où les chercheurs de la région, de la ville, viennent présenter leurs recherches scientifiques auprès d'un grand public qui n'est pas du tout formé à ça, qui n'a pas forcément de connaissances, mais qui vient voir, curieux, de découvrir un petit peu des recherches. Et pour la première fois, ce sont les recherches monégasques qui étaient mises à l'honneur avec la présence de plusieurs membres du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. C'est une occasion, une opportunité pour nous, pour amener Monaco, l'équipe du musée d'anthropologie, le musée d'anthropologie à Nice. Donc on explique les aventures du prince Albert Ier avec l'archéologie, avec donc les recherches qu'on fait au musée d'anthropologie, avec nos expositions et plein d'autres choses en lien avec les sciences préhistoriques. Je connaissais le musée océanographique, mais pas du tout le musée d'anthropologie. Donc ouais, je trouve ça c'est une opportunité de découvrir les personnes qui y travaillent, sont dynamiques et qui ont envie de faire connaître leur travail, justement.
Est-ce que ça vous a donné aussi envie d'y aller puisque vous ne connaissiez pas? Absolument, oui. On a vu comment les musées s'étaient formés et tout, donc comment on peut travailler dans les musées, le type d'études qu'il faut faire, tout ça. Ce qui m'intéresse. Le but pour l'institution est d'attirer les visiteurs à Monaco. Et après un petit tour de table, on peut dire que le pari est gagné. Franchement, j'irai sûrement pendant l'été, parce que c'est super beau, en plus c'est plein d'histoires et tout, donc ouais, sûrement. Eh bien, il n'y a plus qu'à se donner rendez-vous en principauté. Et les événements organisés par le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco ne manquent pas effectivement. Le dimanche 15 juin, par exemple, auront lieu les Journées européennes de l'archéologie. Démonstrations, activités ludiques, rencontres avec des chercheurs passionnés et visites guidées sont au programme. Comme chaque lundi, place à la chronique « Ceux qui font Monaco ». Christine Datomel s'est rendue dans une imprimerie éco-responsable qui tourne à plein régime depuis plus de 40 ans. Fondée en 1980 par Alain H à Monaco, Graphic Service est une référence en principauté. Vous allez voir pourquoi. Cette imprimerie de référence située dans le quartier de Fontvieille, au 9 avenue Albert II, immeuble Le Copori, au 9e étage, allie tradition, modernité et savoir-faire. Alors voici comment toute cette belle histoire a débuté. Il a décidé de monter l'imprimerie parce qu'il avait suivi les études, on va dire, en cours à distance pour faire de la communication. Et c'était sa passion, donc il s'est lancé là-dedans. Il a commencé tout seul, il faisait le commercial la journée et il imprimait la nuit. Et puis finalement, un salarié, 2 salariés, et la société a grossi comme ça pour atteindre jusque dans les années 2000 un effectif total de 50 personnes. Elle propose tout ce dont le tissu monégasque a besoin, c'est-à-dire on va s'adresser aux particuliers, on a du petit outil de production, on a aussi, vous pouvez le voir, une grosse presse qui permet à Monaco d'être souverain sur l'impression de la presse. Ça c'est important de le souligner. Donc on va faire des livres, des brochures, des plaquettes, des cartes de visite très haut de gamme. On fait tout, vraiment tout, contrairement à d'autres imprimeurs qui se sont spécialisés. Notre choix, ça a été d'être très diversifié. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de développer, il faut être aussi un bon gestionnaire, faire attention aux dépenses inutiles, aux coûts. Voilà, aujourd'hui, c'est un challenge de chaque jour d'être performant entre le chiffre d'affaires et aussi les charges qui sont assez lourdes. Donc c'est une grande fierté. Majoritairement avec Monaco, on fait plus de 75% de notre chiffre d'affaires ici. Les sociétés françaises qui font appel à nous, on va dire, valorisent notre sérieux, la réactivité, le respect des délais, la qualité. Toutes ces choses qui font qu'à Monaco, on a aussi la préférence des sociétés monégasques qui peuvent venir en machine vérifier un bon à tirer ou qui peuvent venir avec nos graphistes faire les dernières retouches avant qu'on puisse imprimer leur magazine. En 2007, on a été les premiers imprimeurs labellisés Imprime Vert, effectivement. Après, chaque année, on fait des investissements qui nous permettent d'être plus performants de ce côté-là, de consommer moins d'énergie, moins de papier. C'est très important pour nous aussi de montrer qu'on va dans le sens du souverain, parce que c'est aussi notre volonté. Vous l'aurez donc compris, Graphic Service Monaco propose une large gamme de services d'impression et offre des finitions haut de gamme. L'entreprise vise toujours l'excellence et a d'ailleurs reçu plusieurs labels et certifications pour sa qualité, dont le label Imprime Vert. Et avant de refermer ce journal, cette information pratique, depuis aujourd'hui et jusqu'au 9 juin, des travaux de modernisation ont débuté dans le parking du casino. Notez-le, les accès côté Café de Paris sont fermés. Il faudra donc vous reporter aux accès côté Boulingrin. C'est la fin de ce journal. Et pour conclure cette édition, la série de photos du jour est signée Manuel Vitali. Il a assisté au moment d'échange en Andorre entre le prince Albert II et la délégation monégasque engagée dans les 20e Jeux des petits États d'Europe. Et je vous le rappelle, demain à partir de 10h30 et chaque jour jusqu'au 1er juin, retrouvez le débrief de nos équipes sur place, emmenées par Émilie Rousseau et Frédéric Elion. Dans un instant, la météo du jour, présentée par Marie Bonnet-Blanc. Je vous souhaite une très belle soirée.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le ciel sera ensoleillé avec quelques légers nuages. Côté température, elles seront agréables avec 20 degrés le matin et 21 degrés dans l'après-midi. En ce mardi 27 mai, nous fêterons les Augustins et Augustine, et c'est également le temps d'un retour en arrière avec la journée mondiale de la résistance. C'était il y a 82 ans. La première réunion du Conseil national de la résistance avait lieu et avait pour but de rallier les principaux mouvements résistants de l'époque. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.